Monsieur Luc Robitaille est ingénieur junior, diplômé de l'Université Laval en génie agro-environnemental et membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Occupant un poste de chargé de projet chez Fusion Expert Conseil, une firme de génie conseil spécialisée dans la conception de bâtiments agricoles, il se consacre principalement à la réalisation des nouveaux complexes laitiers. Il met à profit son expérience et sa passion de la production laitière pour accompagner les producteurs dans la réussite de leurs projets. Alors, je lui laisse la parole. Je pense que ça va être très intéressant. Bon, merci beaucoup pour la présentation. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager mon expérience. Tout d'abord, il y en a plusieurs des fois qui me demandent « ingénieur junior, qu'est-ce que ça veut dire? » Moi, ce qu'ils m'ont dit au bureau, c'est « le vendredi, tu laves les autos des ingénieurs seniors. » Il m'en reste pour une couple de mois. Bon, les bâtiments d'élevage, c'est un investissement important pour vos entreprises. C'est des investissements majeurs, mais c'est aussi majeur à d'autres niveaux. Il s'agit de l'environnement de travail au quotidien dans lequel vous allez être pour les années futures. C'est aussi l'environnement de production de vos animaux. Si on regarde la période où la période active d'un gestionnaire au niveau de l'entreprise, souvent c'est de l'ordre d'une trentaine d'années. Durant cette période, si votre entreprise est en croissance, c'est à peu près certain que vous allez faire face à des projets d'expansion ou de mise à niveau de vos bâtiments. Certaines entreprises croîtent plus rapidement, les projets reviennent à une plus grande répétition, mais c'est tout un défi pour un gestionnaire de gérer un projet comme ça, d'essayer de ne pas faire d'erreur de débutant quand on fait un projet dans sa carrière. Donc, c'est de là que vient la planification et son importance. Cet après-midi, on va regarder quelques points importants qui touchent votre projet. Tout d'abord, on va faire un survol des lois et règlements qui s'attraitent à votre projet. On va regarder les étapes de planification qui sont importantes. On va discuter du budget, comment sélectionner les entrepreneurs et les fournisseurs. Et je vais vous donner quelques trucs qui peuvent faire la différence de votre projet. Ensuite de ça, on va faire une petite comparaison entre ce qui se fait au Québec et d'autres projets. On va essayer de faire une comparaison avec les États-Unis pour être d'actualité. Bon, tout d'abord, la loi sur les architectes. Est-ce que vous avez besoin d'un architecte dans votre projet et comment ça fonctionne? Vous en avez besoin si la superficie de votre bâtiment excède 300 mètres carrés ou si le bâtiment a plus de 2 étages. Au sens de la loi, on compte l'ensemble du bâtiment. Donc, si jamais vous faites un agrandissement simplement de votre laiterie, qui a une superficie moindre, si elle est rattachée à votre bâtiment et que la somme dépasse 300 mètres carrés, vous êtes assujetti à la loi des architectes. Les services d'un architecte ne sont pas nécessaires si vous faites une modification à votre bâtiment sans en changer l'usage ni l'enveloppe extérieure. On fait des rénovations intérieures, pas besoin d'avoir recours à un architecte. Pour les ingénieurs, la loi sur les ingénieurs dit que si votre projet excède 100 000 $ comme budget, vous devez faire approuver vos plans par un ingénieur. Quand on parle du 100 000 $, on parle de la structure, fondation, charpente. On n'inclut pas les équipements du bâtiment. Ensuite de ça, les règlements municipaux. Ces règlements-là, ils sont propres à chaque municipalité selon leur réglementation et leur schéma d'aménagement de la MRC. Dans le fond, vous devez respecter les distances séparatrices au niveau des marges de recul par rapport aux lots voisins, les routes. Et ensuite de ça, vous devez respecter les distances séparatrices par rapport à vos voisins. Ces distances-là sont en fonction de la taille de votre cheptel, de la gestion de votre fumier. C'est ça. Ensuite de ça, souvent on entend dans le champ, bon, ben, c'est pas si grave que ça, si mon voisin est trop proche, je m'entends bien avec, je vais lui faire signer une servitude, il n'y aura pas de problème, ça va passer à la ville. Ce n'est pas une pratique qui est encore valide en ce moment. Si vous êtes trop proche de votre voisin, vous êtes trop proche. Par contre, chaque producteur a un droit à l'accroissement de 75 unités animales par rapport au cheptel que vous aviez déclaré en 2001. Ce droit à l'accroissement-là est possible tout en ne respectant pas les distances séparatrices de vos voisins, jusqu'à une concurrence de 225 unités animales. Suite à ça, si votre projet est toujours non conforme, il y a toujours moyen de faire une dérogation municipale. C'est sûr que là, on augmente les délais, puis il faut se prendre un peu d'avance. Ensuite de ça, le règlement sur les exploitations agricoles, c'est le fameux REA. Ce que ça dit, c'est que vous devez respecter votre droit de production. Le droit de production, c'est votre fameux CA. Comment ça fonctionne? Les certificats d'autorisation, c'est en kilos de phosphore pour votre entreprise, puis c'est des marges mobiles d'environ 500 kilos.
Donc, il faut que vous restiez dans votre marge. Pour vous donner un exemple, 10 vaches représentent 500 kg de phosphore, 518 exactement. Donc, si vous avez dans vos bâtiments 10 vaches de plus que votre CA, c'est sûr, vous devez faire une nouvelle demande. Ensuite de ça, quand on fait une demande de CA, bien, vous devez avoir la capacité d'entreposer les fumiers pour une période suffisante et vous devez avoir un PAF en règle au niveau de l'épandage des lisiers. Si une demande de CA est nécessaire pour votre entreprise, c'est votre ingénieur puis votre agronome qui vont se coordonner ensemble pour réaliser la documentation. Ensuite de ça, la loi sur les produits alimentaires, qu'est-ce que le MAPAC exige? 1 mois avant le début des travaux, vous devez fournir vos plans de laiterie, salle de robot, salle de traite. Le MAPAC va vérifier si vous avez un accès propre à ces ondes, si vous avez une section pour se laver les pieds avant d'y entrer, si la ventilation est adéquate pour les salles de robot, et puis la distance par rapport au réservoir à fumier. Ensuite de ça, autre chose importante, si vous construisez une nouvelle laiterie ou vous changez le point de collecte du lait, d'en aviser assez d'avance les producteurs de lait du Québec. Puis aussi, si vous changez de système de traite, vous faites un nouveau bâtiment, assurez-vous d'être encore conforme avec la réglementation LCQ, ça se peut que vos procédures normalisées aient changé. Bon, maintenant on revient au calendrier de planification. Prenons exemple un producteur qui veut démarrer son projet printemps 2016. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ou comment aurait dû étaler dans le temps la planification de son projet? Tout d'abord, moi, je lui aurais suggéré qu'à l'hiver 2015, faire des visites de ferme, voir les nouveaux bâtiments, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les nouvelles tendances. Suite à ça, songer qu'est-ce qui peut être applicable chez lui, commencer à faire des plans préliminaires, regarder les possibilités. Un coup qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on fait, on vérifie au niveau du financement. On fait un budget, une évaluation budgétaire de notre projet. On vérifie avec le financement si ça peut coordonner. Un coup qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, ça peut passer au financement. On fait une étude environnementale. Bon, est-ce que notre CA est suffisant? Est-ce que les voisins sont trop proches? On monte la documentation. Puis, on essaye de déposer la demande l'été précédent. Comme ça, on va être sûr d'avoir tous nos permis en temps quand va être venu le temps de débuter les travaux. Ensuite de ça, comme vous pouvez voir, à l'été, il ne se passe pas grand-chose. C'est la période où vous êtes assez occupé, donc c'est normal que le projet soit un peu sur la glace. On s'arrange à l'automne d'avoir un plan pour soumission, c'est-à-dire un plan à 80-90% près de la réalité de ce que vous voulez construire. Ensuite de ça, à l'automne, c'est une excellente période pour débuter les soumissions. Les contracteurs ont fini la plupart de leurs chantiers, ils sont plus réceptifs, ils ont un peu plus de temps pour regarder ça. Ils ne sont pas encore bookés complètement pour l'année suivante, il leur reste de la disponibilité. Un coup que les soumissions commencent à rentrer, on valide notre cadre financier, voir si on était juste. Si le cadre financier va, on continue. Ensuite de ça, ce que je recommande aux gens, c'est l'hiver avant. Continuez à aller visiter des fermes. Un coup que vous avez votre plan, d'aller voir des étapes, voir si ce que vous vous apprêtez à bâtir est vraiment ce que vous vous attendez d'avoir, si c'est ce que vous voulez. Ensuite de ça, on finit de signer nos contrats avec les entrepreneurs, les fournisseurs d'équipements pour avoir tout acheté assez rapidement. Et à l'hiver, on se rassied avec notre ingénieur, avec les équipements sélectionnés. On s'assure que le plan soit conforme pour installer tous ces équipements-là. Et on est prêt à commencer au printemps. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même sur une longue période. Il faut prendre le temps de le faire. Si en ce moment, vous pensez bâtir ce printemps, bonne chance de faire tout ça d'ici le printemps. Ensuite de ça, lors de la conception, quelles questions qu'il faut se poser? Il y a un ordre à suivre. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Tout d'abord, on décide, bon, on s'en va-tu vers la stabulation libre ou on reste en stabulation entravée? Ensuite de ça, c'est quoi le système de traite qu'on envisage? La robotique, les salles de traite, les systèmes rotatifs, c'est dans les premières décisions importantes à prendre. Ensuite de ça, il faut définir nos besoins. Prendre chaque groupe de vaches et de savoir combien de places on a besoin pour chaque groupe. Que ce soit combien de groupes de vaches en lactation, les fraîches veillées, les vaches taries, les préparations veillage, les parcs de veillage, les veaux. On définit nos besoins. Ensuite de ça, on fait des plans préliminaires en fonction de répondre à nos besoins. Suite à ça, nous, c'est ce qu'on a développé au bureau. On a un genre de questionnaire qu'on remet aux producteurs. Puis, avec le plan préliminaire, on essaie de répondre à toutes ces questions-là. C'est des questions assez simples où on énumère toutes les tâches qui doivent être faites dans l'étable. Et il faut trouver une réponse à chaque question. Quand une vache va faire une caillette, où on va s'installer, comment on va travailler, quand ça va être le temps de distribuer la litière, sortir les animaux à l'extérieur, le camionneur va venir chercher les animaux de réforme. Si toutes ces questions-là sont répondues, puis on sait où on s'en va, le plan est éprouvé. S'il y a des questions qui ne sont pas répondues, bien, c'est à nous d'améliorer notre concept. Un coup que le concept est sélectionné, bien, là, on peut aller plus en détail. Le type de logette, la litière qu'on va choisir,
Un coup qu'on sait avec quel litière on va travailler, on s'occupe des équipements à fumier, on finit par la ventilation et ensuite la structure. Ça ne donne rien de penser quelle structure on va mettre sur le bâtiment si on n'a pas défini notre concept, si on n'a pas les largeurs, le type de ventilation. Donc, il faut y aller par étapes. Ça paraît peut-être gros, mais inquiétez-vous pas, on est là pour vous aider et vous guider dans ça. Bon, la gestion du budget. Le budget, c'est le seul vrai patron dans votre projet. Il est au-dessus de vous. Si le budget dit non, c'est peut-être une bonne chose de l'écouter. C'est quoi le budget pour votre projet? C'est le maximum que votre financier vous a accordé ou c'est en fonction de votre capacité de remboursement et des autres investissements qui vont être à faire dans l'avenir pour l'entreprise? Donc, la définition du budget, je pense que c'est à vous de regarder ça avec vos conseillers là, en gestion et en financement pour avoir une bonne idée où est-ce qu'on peut aller. Au niveau du budget aussi, il faut faire attention parce que votre projet, il va avoir des effets sur votre trésorerie puis sur votre entreprise à court, moyen et long terme. On construit des nouvelles installations, il va y avoir des frais sur votre entreprise qui vont augmenter. Vous allez acheter des nouveaux équipements, il va y avoir des frais d'entretien qui vont s'ajouter. Vous allez avoir une nouvelle étape qui va être plus grande que l'ancienne, mieux ventilée, mieux éclairée. Attendez-vous à avoir des frais électriques beaucoup plus élevés et les frais d'assurance, ça c'est évident qu'ils vont augmenter. Il va y avoir une diminution de la main-d'œuvre. Normalement, on fait un bâtiment pour que l'efficacité du travail soit mieux, mais souvent, la diminution de la main-d'œuvre, c'est plus une augmentation de la qualité de vie. Donc, à voir comment chiffrer cette diminution-là. Puis l'autre chose, la période de transition entre vos installations actuelles et les nouvelles installations, ça se peut que vos performances diminuent un peu le temps de la transition. Surtout si vous passez stabulation entravée à libre, bon, il peut y avoir une augmentation de la réforme et une période d'adaptation qui vont faire que vos performances économiques vont diminuer. Bon, ici, on voit un exemple de budget. C'est une estimation budgétaire là, typique pour un étable à robot avec les 64 vaches en lactation ainsi que les vaches taries et une laiterie neuve. Dans le cahier de conférence, le budget est tout détaillé pour chaque section. C'est un genre de budget qu'on remet à nos clients, dans le fond, et un coup que les soumissions commencent, bon, bien, les gens ils tiennent le budget à jour. Quand la construction démarre, bien, on sait où est-ce qu'on s'en va. On peut voir si on a pris de l'avance ou si on a des coûts moindres. Donc, c'est un outil assez primordial pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Bon, explosion des coûts. Ça arrive dans des projets, mais pourquoi ça arrive? Une des principales raisons, c'est ce qu'on néglige des postes de dépenses. Les principales qu'on a notées, système d'alimentation. Si vous refaites un système d'alimentation complet de l'entreprise, c'est beaucoup de coûts au niveau de l'installation, les frais électriques, donc c'est à prévoir et à bien budgéter. Modification de bâtiments existants. Souvent, c'est une partie qui est dure à évaluer, dure à chiffrer. Les entrepreneurs prennent ces genres de jobs-là à l'heure, ce n'est pas des prix fermés, donc ça peut causer des surprises. Ensuite de ça, souvent, on a les prix des équipements, mais s'assurer que les frais d'installation sont là, ça peut augmenter les coûts. Tout ce qui est équipement complémentaire au nouveau bâtiment. Exemple, vous construisez une étable avec le jet de sable. Bon, ça va vous prendre un petit chargeur et les équipements nécessaires pour manutentionner votre sable. C'est des grosses dépenses, il faut les budgéter dans l'ensemble du projet. Si jamais vous avez des problèmes avec le niveau de l'eau, ça vous prend un nouveau puits, système de traitement, des systèmes de réserve parce que la qualité de l'eau n'est pas adéquate. Ça prend une bonne partie du budget aussi. Si vous construisez une étable sur un nouveau site, bon, prévoyez chemin d'accès, il faut alimenter le bâtiment en eau, en électricité. Donc ça peut augmenter les coûts grandement. Pour la suite de l'explosion des coûts, faites attention à tout ce qui est les constructions d'hiver. Lorsqu'un bâtiment est construit l'hiver, ben, les frais pour le béton sont plus élevés. C'est normal, la compagnie n'a pas le choix de chauffer la pierre, chauffer l'eau, puis la facture, elle vous y est refilée. Ensuite de ça, tout le long de la construction, quand le béton mature, il faut qu'il soit protégé du gel, il faut que ça soit chauffé, abrillé. Donc, c'est des coûts. C'est sûr, les employés, des fois, travaillent moins vite, ça peut augmenter les coûts. Autre chose, il y a une période de dégel au Québec. Essayez de ne pas faire tous vos travaux d'excavation, de remplissage durant cette période-là. On fait ça l'automne d'avant, idéalement. Ensuite de ça, des postes qui peuvent être difficiles à contrôler, c'est sûr, il y a les temps caillettes. Si votre budget est fait, puis vous ajoutez tout le temps des choses en cours de route, les frais vont monter. Et les deux points les plus durs à contrôler, c'est excavation et électricité. Parce que c'est deux postes de dépenses où que les entrepreneurs travaillent à l'heure. Donc, l'excavation, c'est dur d'avoir des prix fermés. On peut faire des estimés. Puis l'autre chose, l'électricité aussi, c'est l'enfer. C'est du simple au double dans des projets. C'en est aberrant. C'est pour ça qu'au bureau, on a commencé à développer des plans électriques pour permettre aux producteurs
de faire soumissionner pour son projet, d'avoir un prix fermé, d'avoir une base de comparaison. Donc, la solution, un peu, ça reste la planification. Le processus de soumission. Combien de personnes ont fait soumissionner pour son projet? Idéalement, moi, je recommande 2 à 3, parce que si vous embarquez dans un processus de soumission où il y a beaucoup plus de soumissionnaires, ça va être long et laborieux pour vous, essayer de vous retrouver. Donc, ça ne donne rien d'en faire soumissionner trop. Ensuite de ça, assurez-vous d'avoir des prix fermés pour votre projet. Laissez le risque d'une mauvaise évaluation à l'entrepreneur et non à vous. S'il se trompe dans l'évaluation, c'est lui qui va en subir les conséquences. Ensuite de ça, comment comparer une soumission entre les entrepreneurs? Ça, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas autant détaillé entre un et l'autre. Au bureau, ça nous fait plaisir de s'asseoir avec vous, d'étudier les soumissions. Puis, si jamais il y a des détails, n'hésitez pas à demander au contracteur de clarifier certains points. Ensuite de ça, on vérifie qu'est-ce qui est exclu au niveau de la soumission de l'entrepreneur et on pose des questions. Ensuite de ça, demandez des références à l'entrepreneur. Vous pouvez contacter les anciens clients, mais je vous conseille aussi d'aller voir des travaux qui ont été réalisés par cet entrepreneur-là. Ce n'est pas tous les producteurs qui ont le même niveau de satisfaction ou de niveau de détail. Un entrepreneur peut avoir été apprécié par un client, mais il fait la même job ailleurs et un client n'est pas satisfait. Donc, à vous d'aller juger par vous-même. Contrat avec le contracteur. Les points à vérifier et à s'entendre. Qui est-ce qui fournit les matériaux? Le béton, le bois, la tôle. Est-ce que c'est l'entrepreneur ou c'est le client? Ça, c'est à bien s'entendre. Ensuite de ça, dans le contrat avec l'entrepreneur, qu'est-ce qui est fourni par l'entrepreneur? Y a-t-il des équipements qui vont avoir de besoin en location? Est-ce que c'est lui qui les paye ou est-ce que c'est vous? Bon, la grue pour monter les chevrons, les plateformes élévatrices, l'excavation à l'intérieur de l'étable. Ensuite de ça, entendez-vous avec une date de début, mais aussi une date de fin. Vous, ce que vous voulez, c'est que l'étable soit prête vers cette date-là. Donc, c'est la date de fin qui est importante. Ensuite de ça, la meilleure façon de s'assurer que votre étable soit prête à la journée convenue, mettez une pénalité. Une pénalité pour les retards. Ça va vous aider à avoir ce que vous voulez. L'autre chose aussi, vous êtes peut-être un peu moins familier dans le monde agricole, mais dans le monde de la construction, il y a 2 semaines de vacances l'été. Puis souvent, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, si pour vous, entendez-vous avec votre entrepreneur comment ça va fonctionner, s'il prend 6 semaines ou non. S'il y a une partie de l'été où votre étable va se retrouver pas de toit, assurez-vous que ce ne soit pas pendant 2 semaines, pendant que le contracteur n'est pas là. Ensuite de ça, lorsqu'il vient le temps de payer l'entrepreneur, on s'assure d'avoir une quittance sur ses matériaux ou ses sous-traitants qui ont travaillé pour lui. Une quittance, c'est un papier qui prouve que lui a payé ses sous-traitants ou ses matériaux. Est-ce que vous ne voulez pas vous retrouver que la compagnie de béton arrive chez vous pour dire que le béton n'a pas été payé puis qu'ils prennent une hypothèque légale sur votre entreprise quand vous l'avez déjà payé? Ensuite de ça, la Commission de la construction du Québec, c'est la commission qui gère la loi de la construction. Ce que la loi dit, c'est que tout projet est régi par la Commission, sauf certains qui sont exclus. Les entreprises agricoles ne sont pas sujets au décret selon la loi. Mais si on lit attentivement, au nom de la loi, une exploitation agricole est une ferme mise en valeur habituellement par l'exploitant lui-même ou par l'entremise de moins de 3 salariés embauchés de façon continue. C'est peut-être pas clair, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense, d'entreprises aujourd'hui qui ont moins de 3 salariés. Donc, c'est à voir si votre projet est régi par la CCQ ou non et de vous entendre avec votre entrepreneur. Si votre projet est sous le décret, attendez-vous à 18 à 20 d'augmentation de frais au niveau de la main-d'œuvre. Ensuite de ça, on s'assure que notre entrepreneur a des assurances et des assurances suffisantes pour la valeur de notre chantier. Puis, c'est peut-être pas les choses les plus fun à parler, mais s'il vous plaît, entendez-vous au début du projet et non quand ça commence à mal aller. Bon, les petits plus qui font la différence. Bien maîtriser son projet. Quand je parle de bien maîtriser son projet, c'est de connaître son plan, de connaître où est-ce qu'on s'en va, de ne pas prendre le plan quand il arrive par la poste, d'aller le porter chez l'entrepreneur dans la demi-heure qui vient. Vous pouvez prendre le temps de le regarder. Quand l'entrepreneur a des questions, vous allez être en mesure de répondre. Accaparez-vous votre projet. Ensuite de ça, ayez un calendrier réaliste et bien défini pour que tous ceux qui ont à travailler avec vous durant la période de construction soient au courant et marchent dans la même direction. Essayez d'avoir tous vos équipements que vous avez besoin à temps sur le chantier. Ça veut dire, au début de l'hiver, quand vous parlez à votre fournisseur, les délais de livraison sont de 4 à 6 semaines, ça va bien. Mais quand vous l'appelez au mois de juillet,
c'est peut-être 8 à 10 parce qu'ils sont plus occupés. Puis là, ça peut causer des délais. On n'aime pas ça payer de l'intérêt, puis on essaye de retarder les achats puis d'ouvrir le prêt le plus tard possible, là, mais vous avez tous des grands garages là, pour la période de construction. Achetez vos équipements d'avance, faites-les livrer, mettez ça dans le garage, on mettra la machinerie dehors pour un petit bout. Ça va faciliter grandement les travaux. Ayez validé vos choix. Il y a assez de fermes de bâtis au Québec. Informez-vous, trouvez-en une qui va ressembler à ce que vous voulez bâtir. Allez la visiter pour vous assurer, avant d'investir des gros montants, de voir si ce que vous allez avoir, c'est ce que vous désirez. Sélectionnez-vous un entrepreneur qui a de l'expérience et qui vous avez confiance. Soyez présent sur le chantier. Il n'y a pas personne de mieux que vous pour vérifier si c'est conforme selon vos besoins. Puis s'il y a des changements qui surviennent, bon, bien, on en mesure les impacts immédiatement, puis on ajuste. Finalement, votre fournisseur d'équipement arrive, il a trouvé un équipement moins cher que l'usager qui serait disponible, votre budget était serré, mais si on change les équipements, il faut changer le plan, puis il faut changer la construction. Fait qu'on fait attention à ça. Puis même si vous planifiez tout, il faut que vous soyez conscient qu'il va arriver des choses, des retards, des anicroches, ça fait partie de la game. Bon, maintenant on arrive à notre petite comparaison entre le Québec et les États-Unis. C'est d'actualité en ce moment parce que, avec tout ce qui s'est passé avec le traité, souvent on entend parler qu'aux États-Unis, les coûts de construction sont beaucoup plus bas. Bon, je me suis posé la question, pourquoi les coûts sont plus bas? Ce qu'on entend parler, c'est, bon, c'est simple, les bâtiments, ils sont moins isolés qu'au Québec, la température est plus clémente. En plus de ça, ils ont pas mal moins de neige que nous. Fait que les structures sont moins imposantes, les charges de neige sont plus faibles. En plus de ça, eux sont avantageux. Ils ont pas mal de règles environnementales moins restrictives que nous. Aux États-Unis, on n'envoie pas beaucoup de béton dans le fond des logettes. Donc ça, c'est un autre avantage. Je me suis posé la question, est-ce que c'est les seules différences qui font varier le coût des bâtiments? Donc, on va faire une petite analyse. J'ai monté 2 projets au bureau rapidement. On va appeler le modèle A et le modèle B. On pourrait dire que le modèle A se rapproche un peu de ce qu'on fait au Québec, puis le modèle B peut-être un peu plus de ce qui se fait dans le Sud. J'ai pris le minimum des normes aux États-Unis, puis mettons ce qui se fait de maximum au Québec. Donc, vous voyez là, la largeur des logettes un peu plus grande dans le modèle A, les largeurs d'allées un petit peu plus grandes. L'espace mangeoire, on passe de 30 pouces à 19 pouces en raison du nombre de rangées. Donc, ça nous donne un bâtiment pour loger 120 vaches de 18 150 pieds carrés et 12 540 pieds carrés. Ce que j'ai considéré, c'est la section où on loge les animaux, pas d'équipement de traite, vraiment juste la section pour loger 120 logettes. Si on construit les 2 bâtiments au Québec, même coût de construction, même conditions, même charge de neige, même isolation. Le modèle A, ça revient à 708 000 et le modèle B, 511 000. Dans le fond, le 5 610 pieds carrés, ça représente près de 200 000 $ de différence. C'est vraiment parce qu'il y a plus de pieds carrés. Parce qu'au niveau des équipements, ça se ressemble, c'est le même nombre de logettes, il n'y a pas une grosse différence. Selon la méthode du DIRTA, c'est la dépréciation, les intérêts, les réparations, les taxes assurances. Je me suis basé sur la JDEX de juillet 2012. En coût annualisé sur 30 ans, ça fait une différence de 15 250 $ par année entre les 2 bâtiments. On va continuer notre analyse. Le coût par place. C'est un bon outil pour comparer comment le projet a coûté, comment ça t'a coûté par place dans l'étable. Le modèle A, on arrive à 5 900 $ par place. Le modèle B, 4 263 $. Il y a une petite différence, mais je pense que c'est encore acceptable. Mais est-ce que le coût par place, c'est le meilleur outil de comparaison ou ce ne serait pas de comparer le coût par vache? Parce que l'unité de production dans vos étables, c'est les vaches. Donc, on va comparer le coût par vache. Mais mettons qu'on pousse l'analyse un petit peu plus loin, puis que dans le modèle B, ils mettent 120 % d'occupation. Ça arrive qu'on retrouve ça aux États-Unis. Donc, on se trouve avec 144 vaches dans nos 120 logettes. On revient à notre modèle A. Disons qu'on a bâti l'étable un petit peu plus grande parce qu'on ne veut pas la agrandir tout de suite. Finalement, les vaches, ils produisent en nouvelle étape, fait qu'on a baissé un petit peu le cheptel. Fait qu'on se trouve que le quota n'est pas disponible, on ne peut pas l'acheter tout de suite. Donc, on se retrouve avec une étable à 90 % de sa capacité. Donc, dans nos 120 logettes, on a 108 vaches. Le coût du projet, quand on le ramène par vache, la différence commence à être pas mal plus importante. On passe de 6 500 $ à 3 553 $. C'est presque le simple au double. Si les 2 producteurs sont capables de faire le même lait par vache, ça commence à faire une bonne différence au coût des bâtiments.
Donc, la conclusion, c'est que, est-ce que les conditions géographiques, c'est la seule raison qui influence le coût des bâtiments par rapport aux États-Unis? Je ne crois pas. Je pense que le concept du bâtiment, le choix des matériaux, ils ont une pas mal plus grande influence. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous avez du contrôle là-dessus. Donc, c'est à vous de rentabiliser vos investissements. Là, ce qu'il faut comprendre, j'ai pris 2 exemples assez extrêmes, c'est pas de faire les bâtiments le plus petit possible, c'est d'investir où ce que c'est rentable pour vous. Si vous investissez dans le confort, il n'y aura pas de problème. Si vous investissez dans la céramique puis la brique, bonne chance pour le rentabiliser. Donc, en conclusion, il y a plusieurs points à considérer dans l'élaboration de votre projet. Selon moi, la période de planification de votre projet devrait être beaucoup plus longue que la période de réalisation de votre projet. Donc ça, pensez-y. Puis, la planification de votre projet, c'est du temps, mais c'est du temps bien investi qui va se rentabiliser. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Reste avec moi. Alors, on est parfait sur notre timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Luc? C'était clair, c'était très clair. Est-ce que Déborah, tu as des questions en webdiffusion? Non. Encore une fois, on va remercier Luc Robitaille. Bonjour. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de partager avec vous ma passion pour la traite robotisée. Je crois que la traite robotisée occupe une place très spéciale sur les fermes laitières familiales de 100 à 200 vaches. Ce sont là les types de fermes qui composent la plus grande partie de ma clientèle et celles qui ont un avenir prometteur, tant au Québec qu'en Ontario. Je crois que la traite robotisée jouera un grand rôle dans leur succès. Je suis heureux de partager avec vous nos expériences et ce que nous avons appris au cours des 16 dernières années depuis l'introduction des robots de traite au Canada. Donc, nous allons parler des facteurs de succès de la traite robotisée. Voilà pourquoi je pense qu'il faut d'abord définir ce que nous entendons par le mot « succès ». Que recherchons-nous avec les robots? Là où les robots remplissent très bien leur rôle, c'est en tout ce qui a trait à l'amélioration de la qualité de vie sur la ferme familiale. Le robot permet un style de vie plus flexible, car vous n'êtes pas lié à des heures de traite précises au quotidien, et ce, 7 jours semaine. De plus, le travail est moins exigeant physiquement. Vous êtes plus susceptible d'arriver à faire le travail sans avoir recours à de l'aide extérieure. L'absence de gros équipements rend l'environnement de travail plus sécuritaire. La traite robotisée est aussi une innovation qui rend la vie plus intéressante. Toutefois, ces éléments, si agréables soient-ils, ne sont pas monnayables. Vous ne pouvez les présenter à la banque et ils ne vous permettront de payer le robot. Si vous pouvez vous en payer un sans vous soucier de l'aspect économique, c'est très bien. Sinon, cet élément tient un rôle de premier plan dans la décision. Je veux jeter un coup d'œil sur le robot en ce qui a trait à la rentabilité. Comparativement au salon de traite, leur rentabilité reposera sur de nombreux facteurs, dont le premier sera le coût du capital. Présentement, c'est relativement peu coûteux d'emprunter puisque le taux d'intérêt sont assez bas. Donc, puisque le robot coûtera davantage que l'installation de nouveaux salons de traite, c'est un facteur. Toutefois, avec le temps, la différence ne sera pas aussi grande. D'un autre côté, le coût de la main-d'œuvre continue d'augmenter et cela favorise le robot à plus long terme. En général, pour le type de ferme dont je parle, lorsque je fais les calculs en utilisant un coût de la main-d'œuvre à 15 $ l'heure ou plus, le robot ira bien avec votre situation. Le troisième facteur est relié à votre efficience à traire si vous achetiez un salon de traite. C'est ici que la différence entre une petite et une grande ferme peut être substantielle. Pour bien utiliser la capacité de travail d'un homme, un salon de traite doit être un double 12 ou un double 14, avec le niveau d'automatisation offert maintenant, afin que vous puissiez traire 100 à 120 vaches à l'heure. Tout système plus petit que cela, système qu'il est fort probable de trouver sur de plus petites fermes, exigera plus d'heures de travail. Voilà pourquoi le robot est si attrayant sur les fermes laitières familiales.
Donc, la rentabilité dépend de la grosseur du troupeau et en bout de piste, cela joue un rôle dans la viabilité de la ferme familiale. Le système de traite robotisé ouvre la porte à un futur plus prometteur pour la ferme familiale parce que cette technologie est offerte. Le tout a une portée socio-économique pour la société. Je travaille aussi avec de grosses entreprises laitières, mais j'aimerais voir un plus grand nombre de fermes familiales dans le futur. Il n'y a pas vraiment de bonnes études sur la rentabilité. Voici une étude hollandaise menée en 2007 où on a observé des fermes qui ont fait de nouveaux investissements dans un système de traite robotisé et d'autres dans des salons de traite. Celles qui ont investi dans des salons de traite ont réalisé un profit supérieur d'environ 23 000 € par année par ferme. Cependant, les fermes qui ont investi dans un système de traite robotisé ont obtenu un profit supérieur par unité de main-d'œuvre, soit environ 20 000 € par année. Donc, cela dépend vraiment de la façon dont vous structurez votre entreprise par rapport à ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Je suggère que la main-d'œuvre constitue la ressource la plus limitée. Vous pouvez acheter des équipements, des terres, vous pouvez engager des employés, mais est-ce que la qualité du travail accompli sera la même qualité que s'il est exécuté par un membre de la famille? Je crois que la réponse est assez claire ici. Sur ces fermes hollandaises, on a enregistré 30% moins de main-d'œuvre sur les fermes avec un système de traite robotisé que sur celles avec un salon de traite. Comme mentionné, il est difficile de trouver d'autres données fiables pour mesurer le succès. Très souvent, on utilise la production laitière par robot. Nous parlons d'une référence d'environ 2000 litres par jour, soit en moyenne 33 litres par vache pour un troupeau de 60 vaches. Est-ce que tout le monde y arrive? Non. Nous avons une autre étude en Espagne sur 34 troupeaux où l'on a enregistré moins de 1500 litres par jour avec 53 vaches à environ 28 litres par vache. Par contre, la brillante performance de certaines entreprises les distingue vraiment du reste. Je veux vous présenter l'exemple de la ferme JTP au Wisconsin. Cette ferme laitière utilise 4 systèmes de traite robotisés de Laval et produit jusqu'à 2840 litres par jour, avec 62 vaches pour une moyenne de 46 litres par vache. Certaines personnes me demandent s'il est possible de bien produire avec un système de traite robotisé. Je crois qu'avec de bonnes pratiques de gestion, il est possible de faire aussi bien sous un système de traite robotisé que dans un salon de traite. En ce qui a trait aux normes pour définir le succès, on parle aussi de la fréquence de traite par vache. Le but consiste à obtenir des traites fréquentes à intervalles réguliers. Des traites qui sont stratégiques selon le stade de lactation. Selon moi, vous devez obtenir entre 10 et 11 litres par vache à chaque traite. Pour y arriver, vous devez régler l'intervalle entre les traites. Par exemple, lors d'une étude, toutes les vaches pouvaient se présenter à intervalles de 4 heures. Elles ont atteint 3,2 traites par jour. Lorsque l'accès au système de traite robotisé était limité à 8 heures d'intervalle, elles ont inscrit 2,1 traites par jour et produit 9% moins de lait. Ce tableau illustre bien les variations. Je vous présente 4 vaches hypothétiques. La vache A peut se présenter toutes les 5 heures. Elle se présente toutes les 5 ou 6 heures pour inscrire environ 4 traites par jour. Elle se présente à des intervalles très réguliers, ce qui est excellent puisqu'il s'agit d'une fraîche vêlée. Elle offrira une production supérieure de 18% à celle obtenue sous un système à 2 traites par jour à intervalles de 12 heures, notre base de comparaison. Si vous prenez la vache B, qui a la permission de se présenter au système de traite robotisé 3 fois par jour, elle ne se présente pas la nuit et ses intervalles ne sont pas réguliers. Elle vient une fois le matin et une autre fois en soirée. Elle ne vient pas toutes les 8 heures comme ce serait le cas dans un salon de traite. Donc, sa production peut être quelque peu décevante. Je suggère 6% de plus qu'à 2 traites par jour. La vache C est traite 2 fois par jour. Ici encore, les intervalles sont irréguliers, ce qui démontre l'importance de la régularité des intervalles. Elle donnera moins de lait que dans un système entravé. La dernière vache est traite moins de 2 fois par jour. Il s'agira probablement d'une vache que vous devrez aller chercher. Elle donnera passablement moins de lait. Donc, si je fais la moyenne de ces 4 vaches, vous obtenez un intervalle de 9,3 heures, 2,65 traites par jour, ce qui semble impressionnant.
mais je prédis que vous obtiendrez un gain de production d'environ 4 % par rapport à ce que vous auriez avec vos 2 traites par jour à 12 heures d'intervalle. En résumé, si vous voulez de bons résultats avec un système de traite robotisé, vous devez obtenir des intervalles réguliers de traite, une fréquence plus élevée pour les vaches qui produisent plus, de même qu'une moyenne de 3 traites par jour. Une autre façon de juger du succès de l'utilisation d'un système de traite robotisé consiste à compter le nombre de vaches retardataires et combien viennent d'elles-mêmes. Évidemment, si vous avez beaucoup de retardataires, cela demande beaucoup de travail et va à l'encontre de ce que vous voulez accomplir avec un robot. J'ai déjà fait quelques études auprès d'un troupeau au Québec et en Ontario où le nombre de retardataires variait de 4 à 25 %. Un chiffre si élevé fait peur. Maintenant, je ne vois plus de chiffres si élevés avec les nouvelles technologies. Si vous allez chercher 3 à 4 % de retardataires, cela représente très peu de travail. Vous prenez un râteau et vous nettoyez 2 ou 3 stalles en amenant ces 2 ou 3 vaches avec vous vers le système de traite robotisé. Cela prend peu de temps et cela ne change pas la routine des autres vaches. Par contre, si vous devez aller chercher plus de 7 ou 8 % de retardataires 2 fois par jour, vous ne pouvez plus le faire en même temps que vous nettoyez les stalles. Les retardataires occupent trop de place dans l'enclos de récupération et elles nuisent à la traite des autres vaches parce qu'elles prennent beaucoup de temps. Il vous faut cibler un très faible taux de retardataires au moyen de bons aliments, d'une bonne gestion, de vaches en santé et d'un bon aménagement de la grange. Le nombre de retardataires a diminué de façon dramatique au cours des 6 ou 7 dernières années parce que la technologie et notre gestion se sont améliorées. La densité des animaux est un autre critère de succès. Les études menées par Temple College démontrent clairement que le nombre de retardataires croît avec la densité de population dans l'étable et la fréquence de traite diminue. Cela suggère également que la production de lait diminuera, elle aussi. Des études que j'ai menées démontrent que lorsque vous avez plus de 60 vaches par robot, le nombre de vaches retardataires s'accroît très rapidement. Cela aboutit à plus de travail et moins de lait. Traditionnellement, nous avons parlé de 60 vaches par robot et nous avons parlé de la production par robot, car c'est un gros investissement. Cependant, nous constatons que lorsque le robot fonctionne en deçà de sa capacité, nous obtenons plus de visites par vache, moins de retardataires, peut-être plus de lait par vache. Si les coûts d'alimentation et de main-d'œuvre sont élevés alors que le taux d'intérêt est faible, il peut être temps d'insister davantage sur la production par vache et moins d'attacher moins d'importance à celle par le système de traite robotisé. Peut-être serions-nous plus à l'aise avec un taux de 55 vaches par robot au lieu de 65. De toute évidence, plus d'études sont nécessaires pour valider ces hypothèses sous les conditions actuelles du marché. Obviously, more research is needed to define some of those things in relation to the economics. Je pense que l'on peut parler de la vache comme contributrice au succès du système de traite robotisé. Manifestement, une plus grande vitesse de traite augmente la capacité du système de traite robotisé. Si vous réduisez d'une minute par vache le temps de fonctionnement de la machine, de même que le temps passé par la vache dans le robot, et ce pour tout le troupeau, vous augmenterez la capacité du système de traite robotisé d'environ 12 %. Donc, si nous disons qu'un nombre de 55 vaches normales par système de traite robotisé est adéquat, nous pouvons affirmer qu'un nombre de 60 vaches à traite rapide le serait aussi. Donc, vous pouvez agir sur ce point. Même si vous ne comptez pas acheter un système de traite robotisé avant 10 ans, je suggère qu'en tant qu'industrie, nous commencions tout de suite à sélectionner en fonction de la vitesse de traite à cause de son impact marqué sur le succès de l'utilisation d'un système de traite robotisé. Une mauvaise conformation du pis augmente le nombre de poses de gobelets manqués et ces manques deviennent des vaches retardataires. Donc, vous devriez sélectionner pour de belles conformations de pis et surtout un espacement plus grand entre les trayons.
trayons. Les trayons arrière croisés compliquent la tâche du robot. Je constate que nous commençons à voir des gens qui établissent des indices génétiques pour des vaches compatibles au robot. Je suis déçu du fait qu'au Canada, ces indices ne sont pas réellement fondés sur la science. Ils ne sont qu'une combinaison arbitraire de la conformation du pis, des pieds et des membres et de la vitesse de traite. En Hollande, les données d'épreuve des vaches tiennent compte du temps réel qu'elles passent dans le robot, donc on note combien de temps s'écoule depuis le moment où la vache entre et celui où elle sort, de même que sa vitesse de traite, le temps où elle est attachée jusqu'à celui où elle manifeste sa volonté de sortir. C'est bien, mais nous pouvons faire encore mieux. Une étude allemande révèle une héritabilité allant jusqu'à 0,22 chez la vache pour sa propension à se présenter volontairement au robot. Cela est comparable à l'héritabilité de la production laitière après quelques lactations. Pour chaque vache, ces données peuvent être récoltées par le biais des contrôles laitiers et des bases de données sur l'ordinateur du producteur. Elles peuvent servir dans les programmes d'épreuve des taureaux. Je crois que nos centres d'insémination devraient éprouver les taureaux pour la proportion de leurs filles à se présenter volontairement au robot, de même que pour le temps passé dans le système de traite robotisé. Au 21e siècle, cela devrait faire partie de l'épreuve officielle des taureaux. Un autre aspect du facteur de la réussite a trait à la santé de la vache et à ce titre, la santé des onglons joue un rôle primordial. Les boiteries diminuent les visites au système de traite robotisé et augmentent le nombre de retardataires. Il existe plusieurs facteurs qui causent les boiteries et nous ne pouvons les aborder tous dans une présentation de 30 minutes. Toutefois, soulignons les facteurs suivants: l'alimentation, la propreté des bâtiments, la génétique, le confort des vaches, le temps de repos, l'utilisation du pédiluve, le parage des onglons et les traitements. Donc, si vous souhaitez des onglons de bonne qualité, cela est relié à la génétique et à l'alimentation. Vous avez besoin d'un faible taux d'infection associé à une bonne période de repos, à des onglons secs, à garder la vache loin des déjections, à garder des planchers propres. Vous devez vous assurer d'une bonne période de repos dans une salle confortable sur une bonne litière, surtout pour les vaches qui récupèrent à la suite de problèmes. Vous souhaitez aussi être capable de traiter les vaches rapidement et efficacement, tant du point de vue de la prévention, au moyen d'un pédiluve, qu'à celui du traitement des onglons qui causent problème. Le pédiluve a toujours constitué un défi chez les troupeaux du système de traite robotisé parce que l'on ne sait pas vraiment où le placer. Si vous le placez à la sortie du robot, la vache dominante en santé se fait traire 4 fois et se fait refuser 3 fois. Elle passe donc 7 fois dans le pédiluve en y laissant des déjections 4 fois. Par contre, la vache problème n'ira que 2 fois au système de traite robotisé si vous êtes chanceux. Nous pouvons placer le pédiluve au bout de l'étable, mais cela veut dire que vous aurez à regrouper les vaches pour les y faire passer. Ce sont des vaches qui n'ont plus du tout l'habitude d'être regroupées. Vous ne les faites plus jamais. Donc, si une fois par semaine vous essayez de les faire passer ensemble dans le pédiluve, elles vous regarderont d'un air étonné comme pour vous dire « Que voulez-vous exactement, patron ?» Cela dit, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est de placer le pédiluve dans l'aire de séparation à la sortie du robot. Avec cet aménagement, à sa sortie du système de traite robotisé, la vache qui n'a pas besoin de passer dans le pédiluve est dirigée vers la porte C, là où se trouve la flèche verte. La vache qui doit passer dans le pédiluve est dirigée vers la gauche, de même que la vache qui va en l'aire de séparation. Donc, toutes ces vaches qui se dirigent vers les salles de repos se voient dirigées vers la gauche à la porte C et vers la droite à la porte D pour retourner avec le troupeau. De cette façon, vous pouvez pour chaque vache choisir 2 passages par jour au pédiluve ou 1 fois par semaine, dépendamment de ce que vous voulez faire. Dans un plan L avec 2 robots, la vache qui sort du système 1 sera dirigée vers l'enclos de récupération du système 2, se verra refuser l'entrée au système 2 pour passer dans le pédiluve avant de retourner au troupeau. Je crois que c'est la meilleure façon d'utiliser le pédiluve. Les humains eux-mêmes contribuent au succès de l'utilisation du système de traite robotisé. Je constate que de très bons gestionnaires de troupeaux ont de la difficulté à s'adapter au système de traite robotisé. Ce sont des gens qui aiment la précision et veulent tout contrôler. Dans un environnement de système de traite robotisé, vous devez jouer le rôle de motivateur afin de stimuler la vache à se présenter volontairement au système de traite robotisé. J'aime vraiment cette photo parce que le producteur semble traiter l'animal comme sa blonde, en lui rappelant poliment que c'est le temps d'aller à la traite.
La ration est un facteur de succès très important dont nous devons parler. La clé consiste à offrir des cubes durs et sans poussière que la vache peut manger très rapidement. La recherche appuie largement cette façon de faire. Une étude danoise indique que si vous utilisez des cubes contenant de l'orge et de l'avoine pour obtenir des cubes plus durs, vous obtiendrez plus de visites au système de traite robotisé qu'avec des cubes à base de maïs. Les cubes contenant beaucoup de gras tendent à être moins appétants. Ils provoquent une baisse des visites, même si on essaie de tricher en ajoutant des cubes de fourrage pour tromper la vache. Le résultat a été désastreux. Les rations à concentration élevée en énergie et en amidon rendent les vaches paresseuses, moins portées à visiter fréquemment et volontairement le robot. Donc, assurez-vous de mettre beaucoup de fibres digestibles dans la ration à la mangeoire pour que les vaches recherchent les concentrés servis au système de traite robotisé. Donc, la ration partiellement mélangée, classique sous système de traite robotisé, est préparée pour 7 litres sous la moyenne du groupe, entre 2 et 8 kg d'une moulée cubée servie selon la production au robot. 2 to 8 kilos of pellets fed according to production in the robot over the course of the visits to the milking stall. Nous entendons beaucoup de discussions concernant la circulation libre par rapport à la circulation contrôlée. Les raisons données en faveur de la circulation contrôlée sont que vous pouvez accorder moins d'importance à l'alimentation et moins d'importance à servir des cubes de bonne qualité. C'est vrai que cela diminuera le coût de la ration, la différence sera minime parce que la ration qui accompagne une circulation libre vous permet d'alimenter davantage selon la production. Donc, vous mettez moins de concentré dans la mangeoire et vous économisez à ce point de vue. Vous mettez un peu plus d'argent sur ce qui est distribué au robot. Encore une fois, je souligne que la différence sera minime et pour une foule d'autres raisons, je préfère grandement la circulation libre. Ici, vous voyez des données qui, je l'admets, ont été recueillies voilà quelques années auprès de vieux robots dont la technologie était moins avancée qu'aujourd'hui. Vous constatez qu'avec la circulation libre, ils n'obtenaient pas beaucoup de traite, mais les vaches pouvaient aller à la mangeoire en tout temps. Les vaches consommaient 12 repas de RTM par jour à la mangeoire. Dans une situation de circulation contrôlée, avec les mêmes vaches, celles-ci ne peuvent aller à la mangeoire qu'après être passées au robot, ou elles ne peuvent retourner à l'aire de repos qu'après être passées à la mangeoire et au robot. Cela a donné lieu à 2,6 traites, mais a provoqué une diminution du nombre de repas à moins de 4. Donc, si vous considérez l'importance pour une vache de manger fréquemment pour maintenir un rumen en santé, ces vaches seront plus susceptibles à l'acidose ruminale et à d'autres dérangements. Dans une situation de présélection, c'est-à-dire que la vache pouvait être dirigée directement vers la mangeoire si elle n'était admissible à la traite, nous constatons un nombre de traites de 2,4 et 6,5 repas. Cela dit, la chose qui m'ennuie le plus avec la circulation contrôlée, c'est le temps d'attente. Vous pouvez voir que les vaches timides sous système de circulation contrôlée ou de présélection demeuraient dans l'aire d'attente 240 et 170 minutes respectivement pour se faire traire 2,6 et 2,4 fois. Nous avons dit que dans un salon de traite, une vache ne devrait pas attendre plus de 60 minutes pour se faire traire et vous devez répartir vos groupes selon ce critère. Dans ce cas-ci, la vache timide attendait 4 heures avant de se faire traire 2,5 fois par jour. Cela est dû au fait qu'elle entre dans l'aire d'attente avec l'intention de se faire traire. Toutefois, une vache dominante entrée après elle dans l'aire d'attente entre avant elle dans le système de traite robotisé. Puis une autre vache, puis encore une autre. Donc, cette vache timide est enfermée dans l'aire d'attente pour 4 heures, surtout si le robot fonctionne presque à plein rendement.
Voici une étude plus récente où vous pouvez voir que les différences sont plus petites. En circulation libre, ce troupeau avait moins de traites, plus de retardataires, mais les vaches ont consommé plus de fourrage à la mangeoire, près de 10% de plus, et elles y sont allées plus souvent. Elles ont produit un peu plus de gras, mais ce pourcentage plus élevé pourrait suggérer qu'il y aura de l'acidose si elles demeurent dans cette situation plus longtemps. Donc, quant à moi, la circulation libre mène à un meilleur trafic, surtout pour les vaches timides. Vous aurez plus de retardataires. Assez souvent, vous aurez une nouvelle retardataire. La raison pour laquelle vous devez aller la chercher aujourd'hui, alors qu'hier elle était là, c'est qu'elle a un nouveau cas de mamite. Son pied est sensible ou elle boite, car elle a mal à une patte. Le fait d'avoir à aller la chercher permet de diagnostiquer le problème et de le régler. La circulation contrôlée réduit l'importance de l'alimentation au robot. Lorsqu'il y a de bonnes raisons économiques d'utiliser cette méthode, cela peut justifier l'utilisation de la circulation contrôlée. Celle-ci se fera toujours au détriment du confort de la vache. Je crois qu'avec une bonne gestion, les deux méthodes sont valables. Toutefois, lorsque quelque chose ne va pas sous circulation contrôlée, la vache souffre. Elle mange moins et attend davantage. Elle est plus susceptible d'avoir des problèmes de santé aux pieds ou aux rumens. Sous la circulation libre, le producteur souffre davantage puisqu'il doit aller chercher plus de retardataires. Donc, je vous le demande, quelle méthode est la plus susceptible d'exiger des changements de gestion et des améliorations? Si on me donne le choix, je prendrai toujours le parti de la vache. Je veux prendre le reste de mon temps pour parler du design du bâtiment. C'est ma passion et c'est là que nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la circulation des vaches, du matériel, etc. Pour moi, peu importe l'endroit, 4 éléments constitueront toujours les points principaux d'un bon design, qu'il s'agisse d'un système de traite robotisé ou autre. Le confort de la vache prime sur tout. Ce sont les vaches qui vous permettent de faire de l'argent. Assurez-vous qu'elles soient confortables, elles seront plus en santé et plus productives. L'efficacité de la main-d'œuvre est la seconde pierre d'assise étroitement reliée au confort de la vache. Parce que si vous avez une vache en santé, elle requiert moins de temps qu'une vache malade. Donc, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Le troisième élément central d'un bon design, c'est le coût. Je veux que vous investissiez dans les bonnes choses, celles qui offriront un bon retour sur l'investissement. Enfin, je veux que l'argent investi laisse place à l'évolution. En effet, puisque les coûts de main-d'œuvre seront sous contrôle, beaucoup d'éléments militeront en faveur d'un plus gros troupeau. Je veux vous montrer le plan d'une étable. Ce n'est pas la seule façon d'aménager un bâtiment pour un système de traite robotisé. Cependant, celui-ci illustre bien les 10 critères qui contribuent à un succès d'un système de traite robotisé. Je vais laisser cette diapositive à l'écran pour un certain temps afin que vous puissiez vous familiariser avec son contenu. Donc, en haut de la diapositive, vous voyez l'espace subdivisé en 3 plateformes doubles, consacrées à 120 logettes confortables pour les vaches en lactation. Les robots sont au centre de l'écran et sont orientés dans la même direction. Une rampe de palpation les sépare. Derrière le robot 2, vous trouvez les logettes pour fraîches vêlées et pour les vaches boiteuses que le robot 2 peut traire. Derrière ces logettes, vous voyez un enclos de maternité suivi d'un enclos pour les vaches en transition. Derrière le robot 1, vous trouvez des logettes avec barrières pour les vaches taries ou pour séparer les vaches. Cet espace laisse place à la flexibilité pour changer l'aménagement au besoin. À la droite, vous trouvez le bureau, le réservoir à lait et les équipements. Cet endroit vous donne un bon accès au robot et une bonne visibilité sur ce qui se passe. Les mangeoires sont situées sur le périmètre du bâtiment. Qu'est-ce qui fait que ce plan est si enviable? D'abord, mentionnons que l'espace est absolument crucial. Les vaches timides ne veulent pas aller vers un robot à moins qu'elles disposent d'une porte de sortie. Voici comment nous avons dessiné le premier bâtiment de système de traite robotisé au Canada, à partir d'un modèle européen. Le problème est que les vaches ne peuvent trouver le robot. Donc, nous avons besoin de barrières qui agissent comme un entonnoir pour les diriger vers le robot. En réalité, c'est un bâtiment à circulation libre, mais près du robot, nous avons installé des barrières afin de s'assurer que la vache n'ait d'autre choix que d'entrer dans le robot. Le problème est que lorsque nous sommes allés chercher les retardataires, nous avons constaté qu'elles ne s'en approchaient jamais. Cela est dû au fait que si elles entrent dans cet entonnoir, c'est l'endroit où elles se feront battre ou blesser par les vaches dominantes.
Donc, je laisse un espace complètement ouvert de 6 mètres entre le robot et les premières logettes pour permettre à la vache de s'échapper si besoin est. Dans un bâtiment à circulation contrôlée, je place aussi de larges barrières pour réduire la congestion. L'espace est un atout partout dans le bâtiment. Des allées plus larges faciliteront toujours l'accès des vaches au robot par rapport à ce que nous sommes habitués de voir dans les salons de traite. Il fut un temps où on croyait que les robots devaient être orientés vers les mangeoires. Les vaches habituées de tourner à droite utilisent un robot, celles habituées de tourner à gauche utilisent l'autre. Nous constatons qu'il y a peu de vaches qui utilisent les deux robots. Nous avons donc regardé les données provenant de 12 troupeaux utilisant plusieurs différents designs. Nous avons observé qu'en moyenne, 40% des vaches utilisent les deux robots et environ 20% optent pour l'un ou l'autre, avec un taux d'utilisation de 10% pour chacun. Il est souhaitable qu'elles utilisent les deux robots, car en cas de bris ou au moment du nettoyage de l'un ou l'autre, les vaches ont toujours une alternative. Le meilleur design est celui de notre exemple où les robots sont orientés dans le même sens. Cela donne une meilleure utilisation croisée des deux robots, 48% contre 38%. Avec la même orientation des robots, l'utilisation sélective a été réduite de beaucoup. Presque toutes les vaches se présentent aux deux robots indifféremment. Voilà pourquoi, si possible, l'orientation de tous les robots dans le même sens est un de mes critères. Je crois que le point principal auquel vous devez porter attention est qu'en présence de robots, les nouvelles demandes pour la main-d'œuvre sont liées à l'attention portée aux retardataires, qui ne se présentent pas aux robots volontairement. Donc, au moment de penser le design, vous tenez compte de ce point en établissant un cheminement simple des vaches vers les robots. Pour amener les retardataires, vous prenez votre râteau et commencez à nettoyer en vous éloignant du robot et en faisant avancer les quelques retardataires devant vous pour les amener à l'aire de récupération. Pour le robot 2, vous répétez l'exercice, mais dans le sens contraire. Je trouve qu'il est toujours plus facile de travailler le long des mangeoires sur le périmètre du bâtiment, avec peu de vaches en avant de vous. Je veux aussi un cheminement simple d'un groupe à l'autre. Ici, vous voyez une vache tarie qui se dirige vers un enclos fermé, puis, successivement, elle accède à l'enclos de maternité, à celle des fraîches vêlées et de là, au robot. Après quelques jours, elle joindra les vaches en lactation. À la fin de sa lactation, elle sera près de l'enclos des vaches taries. Je désire aussi un cheminement aussi simple que possible vers l'aire de manipulation. Voilà pourquoi je place cette aire au centre et non sur le périmètre. Cela permet à une personne seule de diriger, en 1 ou 2 minutes, l'animal vers l'aire de manipulation à partir de n'importe quel endroit dans le bâtiment. Pour y arriver, la disposition des barrières doit être bien pensée. Puisqu'il y a peu de travail à faire, il est fort probable que le responsable du troupeau sera seul pour déplacer l'animal. Voici l'aire de manutention au centre du bâtiment. Voici l'aire réservée aux retardataires. Cet espace devrait minimiser le stress et favoriser l'apprentissage. Pour cela, l'entrée divisée est idéale. Cette idée vient du Québec, dans l'une des premières fermes au Québec à utiliser un système de traite robotisé. Ce design est maintenant utilisé partout dans le monde. C'est donc une idée québécoise qui a fait son chemin à l'échelle mondiale. Vous constatez ici que la vache provenant du troupeau principal a un accès au robot par le côté éloigné de cette barrière d'entrée. La vache de l'enclos de récupération peut entrer par le côté droit de la barrière d'entrée. Donc, elle jouit d'un léger avantage, car la barrière s'ouvre pour elle d'abord. Toutefois, si vous y pensez bien, il s'agit d'une occasion pour apprendre progressivement. Le premier jour où vous placez une vache dans cette situation, elle n'a jamais vu un robot auparavant. Vous approchez la barrière près d'elle. Dès que le robot s'ouvre, vous la poussez à l'intérieur avec votre épaule. Le jour suivant, vous attachez la barrière au moyen de la chaîne et vous laissez la vache seule jusqu'à ce qu'elle entre par elle-même. Une fois son apprentissage terminé, vous la laissez dans l'enclos de récupération où elle apprendra à faire les derniers pas seule. Puis enfin, elle passera avec le reste du troupeau. You just leave her in the fetch pen to take the last 10 steps on her own, and then she graduates and is ready to move on to the barn.
Derrière le robot, je veux avoir des enclos séparés pour les fraîches vêlées, pour les vaches qui souffrent de boiterie et pour le vêlage. De même qu'un enclos de transition. Nous parlons aussi d'enclos confortables, paillés. Nous appelons ces espaces des endroits pour vêlage dénués de stress. En vue de minimiser le stress, l'environnement de la vache ne change pas durant la période de vêlage. À propos des groupes de traite flexibles, je pense que nous aurons principalement 2 robots pour le troupeau de 120 vaches. Cette étable présente aussi l'option d'avoir 2 groupes de 60 vaches. Nous devons penser à la manutention. Une grande part de la manutention dans un bâtiment de système de traite robotisé sera effectuée au moyen d'un carcan. Toutefois, si vous le voulez, vous devriez être capable de séparer dans une aire de séparation comme c'est le cas ici. La plupart du temps, vous allez séparer seulement des vaches que vous voulez regarder ou une vache que vous voulez faire inséminer. Donc 2 stalles suffiront à ces fins. Le jour de la vérification de la santé du troupeau ou celui du parage des onglons d'une dizaine de vaches, vous aurez besoin de plus d'espace. Vous pourrez alors en emprunter des vaches taries pour une nuit. Vous pourrez alors faire circuler ces vaches une à une dans l'enclos de palpation. Lorsque l'enclos de séparation n'est pas utilisé, profitez-en pour entraîner les tors plus âgés quelques 3 semaines avant le vêlage. Cela réduira leur stress au moment du vêlage. Maintenant, je crois que vous pouvez saisir l'intérêt d'avoir les mangeoires sur le pourtour du bâtiment et l'aire de manutention au centre. Cela permet des groupages plus flexibles, ce qui signifie un bâtiment un peu plus large avec la nourriture sèche distribuée sur chaque côté. Cela signifie aussi pas de pluie, de soleil ou de gel dans les aires de repos des vaches. Les vaches ne quittent jamais l'étable, donc évitez les gros équipements. Si vous avez de gros équipements, assurez-vous qu'ils traversent le bâtiment en ligne droite dans les allées ouvertes sur toute leur longueur avec une porte à chaque extrémité. L'équipement devrait passer le moins de temps possible dans l'étable. Vous pouvez automatiser le système de distribution de la litière de manière à minimiser le stress chez les animaux. En résumé, voici les 10 points pour obtenir un design fonctionnel et efficient. Je crois que j'ai dépassé mon temps. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur un design extensible comptant 4 robots pour environ 250 vaches. Ici, nous avons un aménagement avec 8 robots pour environ 500 vaches. Notez l'aménagement de ce type poste de péage pour les robots avec stall de traite double de type Incentec et Boomatic. Je crois que je vais vous référer aux notes, mais cela peut être construit d'une façon qui ressemble beaucoup à ce dont nous avons parlé jusqu'ici. Je n'aime pas ce design pour plusieurs raisons qui seront énumérées dans vos notes. Vous pourrez voir aussi comment j'aménagerai les multibox en tandem, de même qu'un système de traite robotisé sous circulation contrôlée. Finalement, je vous laisse sur le message principal. Concentrez-vous d'abord sur le confort de la vache et sur une manipulation pratique. Vous devriez avoir un bâtiment pour système de traite robotisé qui vous permettra de réussir dans l'utilisation de la traite robotisée. Je vous remercie pour votre attention. On va commencer avec une question qui vient de la webdiffusion. There is one question in the... No, the question will be in English, so it's all right. Martin Damour vous demande, si vous avez un vacher qui veut aller pousser les vaches en circulation libre, peut-il obtenir le même nombre de traites que sous un système de circulation contrôlée? En réalité, selon mon expérience, avec une bonne gestion, vous obtiendrez plus de traites en circulation libre qu'en circulation contrôlée. C'est certain qu'il y a des fermes où l'on aime pousser les vaches. C'est ce que j'appelle le facteur grand-père. Il y a beaucoup de fermes avec un homme plus âgé qui préfère être dans l'étable au lieu de rester à la maison. Il s'assoit dans le bureau, regarde l'ordinateur et pense. Betty donnerait 3 litres de plus si j'allais la chercher tous les 6 heures. Cela peut être très efficace en ce qui a trait à la production, aux visites, etc. Mais à la mort de grand-père, vous hériterez d'une très mauvaise situation. Donc, pouvez-vous obtenir plus de lait en allant chercher les vaches? Certainement, sans aucun doute, mais c'est une mauvaise décision. Cela va vous nuire.
car vous ne chercherez pas la bonne génétique chez des vaches qui iront au robot volontairement, toutes seules. It's the wrong decision to make. It will hurt you in terms of not finding the right genetics that will go frequently on their own and so on. Okay. On pourrait prendre une question dans la salle, si possible, mais on est déjà dépassé. Oui, monsieur? Yves Ménard de la Coop Fédérée. En prenant pour acquis que les vaches n'aiment pas vraiment aller au pédiluve et en tenant compte du fait que nous voulons maximiser le nombre de visites de la vache au robot, ne croyez-vous pas que l'on devrait placer le pédiluve aussi loin que possible du robot? Je crois que c'est là une meilleure alternative que de placer le pédiluve immédiatement à la sortie du robot. C'est absolument certain que si le pédiluve se trouve à la sortie du robot, la vache le verra et vous aurez moins de visites ces jours-là, jusqu'à 0,3 ou 0,4 visites de moins. Ce que je propose, c'est de placer le pédiluve dans une allée de côté, là où je peux le laisser toute la semaine. De cette façon, je peux complètement surprendre la vache quant au moment où ce sera son tour d'aller au pédiluve. Nous avons un certain nombre de troupeaux qui utilisent ce cheminement et en réalité, nous ne constatons aucune hésitation de la part des vaches à visiter le robot. Une fois qu'elle a visité le système de traite robotisé, elle n'a aucune idée quant à la possibilité ou non d'aller au pédiluve. Je peux aussi faire passer les vaches qui en ont plus besoin 4 fois par semaine si je veux. Pour celles qui n'en ont pas besoin, je leur évite tout passage au pédiluve. Donc, je suis vraiment à l'aise avec cette stratégie concernant la position du pédiluve. Merci. Merci beaucoup. Je resterai avec vous pour répondre à d'autres questions. Connaissez-vous AgriRéseau et ses 36 sites spécialisés, dont le site bovin laitier? Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment AgriRéseau a évolué et pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.